Bonjour à tous. Bonjour Cette dernière conférence de la journée, on va vous parler de la Search Console avec Quentin. Je teste. Hop, parfait. Un petit sondage rapide. Qui connaît et qui utilise la Search Console dans la salle? Ça me rassure, il y a beaucoup de mains levées. Alors, tout le monde connaît la Search Console. Après, par expérience, notamment par expérience de l'agence, on se rend compte que souvent, il y a des erreurs d'interprétation sur les indicateurs de la Search Console. Et par ailleurs, on va essayer de fournir quelques tips et outils un peu méconnus. Voilà. Alors la petite particularité de la conf, c'est qu'on est en fin de journée, tout le monde s'endort un peu. Et en SEO, on dit toujours, on va tester. Vous avez tous dit que vous connaissiez la Search Console. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit format question pour un champion. On verra à la fin, en fonction du nombre de 20 sur 20, qui aura une récompense, parce que clairement, on n'en a pas 30. La petite idée, c'est qu'il va y avoir un petit QR code à passer derrière, David. Ouais. Hop. Donc, on va vous demander de sortir votre téléphone ou votre ordinateur, peu importe. Alors on précise, c'est complètement anonyme, donc personne ne connaîtra votre score, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de problème de RGPD. Voilà, on est nickel là-dessus, il faudra juste signaler s'il y a des 20 sur 20, histoire qu'on vous applaudit bien fort. On vous demande juste d'aller pas trop vite, pas trop lentement, vous verrez, on va faire un petit test sur la question suivante. Normalement, vous avez le timer des différentes questions, et puis juste vous y répondez au fur et à mesure de la conférence. Donc il y a 10 questions en tout. Pour chaque question, il n'y a qu'une seule réponse de juste. Donc sous-entendu, les autres sont fausses. Et encore une fois, j'insiste bien, essayez de jouer le jeu, pas trop vite, pas trop lentement. Voilà, merci. En attendant que du coup tout le monde se connecte au site, on va peut-être se présenter un petit peu. Donc je vais laisser Quentin commencer. Donc moi c'est Quentin Brizard, je suis dans le référencement depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé mon expérience SEO directement chez l'annonceur, donc dans une thématique un petit peu particulière, donc sur les paris sportifs et le poker. Thématique très intéressante, mais derrière j'ai voulu changer un petit peu d'horizon et du coup j'ai rejoint OpenLinking, qui s'appelle maintenant Noise. Je suis consultant senior là-bas depuis un petit peu plus de 3 ans. Et je suis certifié Caseo donc depuis 2019, donc je ne sais pas s'il y a une certif Caseo qui va se faire demain matin, mais en tout cas moi je l'ai repassé il y a à peu près un mois. Sur un malentendu ça va passer, il n'y a pas de souci, franchement je l'ai eu 2 fois, donc ça va. Et puis juste avant, là c'est marrant, juste avant la conférence, on a fait un petit atelier sur comment devenir conférencier. On m'avait dit de le dire, donc en fait c'est ma première conférence. Alors normalement je ne vais pas partir en courant, ça va bien se passer, c'est possible que je bégaye un peu, mais normalement ça va le faire. Et donc moi c'est David Groux, je suis dans le référencement depuis 2009, référencement au sens large, puisque j'ai commencé par la porte référencement payant. C'est finalement en 2014 que j'ai commencé à arriver doucement dans le SEO, à la fin, en mixant vraiment référencement payant et référencement naturel. Et c'est depuis 2019 où pour le coup j'ai complètement abandonné le référencement payant et je suis vraiment 100% sur le SEO. Et du coup je suis Head of SEO de l'agence Noise depuis cette date. Et un coucou aussi pour les certifications du SEO Camp. Je suis certifié CZO depuis 2016. J'ai renouvelé en 2020. Et je fais partie du jury de correction de la CZO et de la KZO depuis 2016. Alors juste, je vois qu'il y a d'autres gens qui continuent d'arriver. Peut-être que tu peux juste revenir à la slide d'avant, histoire qu'ils fassent le questionnaire. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, on va faire un petit quiz. Donc on vous demande de sortir votre téléphone et de vous inscrire sur le QR code qui est là, ou sinon le Bitly SEO Campus 2022. On va commencer doucement. Première question. Quel est l'ancien nom de la Search Console? On a dit doucement. On vous laisse quelques secondes pour répondre, mais je pense qu'on va pouvoir aller assez vite. C'est bon pour tout le monde? Donc c'était Google Webmaster Tools. Voilà. C'était vraiment une introduction, un entraînement pour vous montrer que, pour bien apprivoiser finalement le Google Forms. Sur cette première partie, du coup, on va plus partir sur de l'évangélisation d'indicateurs. Donc on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de la Search Console. Deuxième question. À votre avis, à la lecture de ce screenshot, donc on voit uniquement un taux de clic moyen, une position moyenne, comparativement 2022 versus 2021. À votre avis, à la lecture de
de ce screenshot, la tendance est-elle plutôt positive ou non? Ou ça dépend comme... On n'a jamais oublié le ça dépend en SEO. Encore une fois, on vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est bon pour tout le monde? Ça dépend. Sans surprise, en SEO, c'est toujours ça dépend. Il faut vraiment faire attention aux interprétations du taux de clic moyen et de la position moyenne, surtout quand on n'a pas une prise en compte du contexte global, parce que du coup, on peut être vraiment sur deux périmètres complètement différents. Là, on voit le taux de clic moyen et la position moyenne qui sont en baisse par rapport à l'année précédente. Et pour autant, si on regarde le volume d'impression et le trafic, on voit que c'est plutôt une tendance assez positive. Deux petits tableaux pour illustrer un petit peu tout ça. Donc là, ce sont des données complètement fictives, hein, mais c'est juste pour faire comprendre un petit peu la logique. Si on regarde avant, finalement, on est positionné sur 3 mots-clés, avec un certain volume d'impression et une certaine position moyenne. Et si on compare à la période après, on peut voir qu'on est positionné sur plus de mots-clés, avec sur les 3 premiers mots-clés, une position moyenne qui s'est améliorée, et juste l'arrivée d'un 4e mot-clé plus générique, avec un volume d'impression plus important, une position moyenne aussi plus éloignée finalement, en 2e page. Et c'est finalement l'élargissement de ce périmètre qui va faire en sorte que ça va complètement dénaturer le taux de clic moyen et la position moyenne. Donc il faut vraiment faire attention quand on analyse des taux de clic moyens sur un ensemble de mots-clés, parce que forcément, c'est lié à un contexte qui peut évoluer dans le temps. Deuxième partie, on va enchaîner quelques autres questions sur les impressions et les positions. Question numéro 3, donc je ne sais pas si tout le monde voit bien la capture d'écran sur la droite, donc c'est la SERP du mot-clé itinéraire MAPI. Et donc à votre avis, si un internaute, et je dis bien un internaute, tape ce mot-clé-là, affiche cette SERP, combien y aura-t-il d'impressions dans la Search Console? Donc, je passe une dédicace aussi à Jérôme Pasquelin qui m'avait remonté cette SERP assez rigolote où on voit bien que le site MAPI trust complètement. Là, au final, on voit les 10 premiers résultats de la page, mais au final, c'est quasiment les 3-4 premières pages où c'est 100% du MAPI. Et je tiens à signaler quand même que Google avait averti qu'il ne mettrait plus le même site plusieurs fois dans une seule SERP. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail là dans l'histoire. Quelques secondes encore. J'ai l'impression que tout le monde a répondu. La réponse était 14. Pourquoi? Parce qu'il y a les 10 résultats finalement, les 10 résultats bleus, et il y a 4 sitelinks. Je ne sais pas si vous les aviez vus, mais du coup ça fait 10 résultats plus 4 sitelinks, donc on arrive à 14 impressions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Search Console du coup compte le nombre d'impressions selon le nombre d'URL différentes qui sont affichées. Donc là, au final, 14 URL différentes, 14 impressions. Encore une autre question. À votre avis, du coup, à la lecture de la SERP sur la droite, donc agence SEO Lille, à votre avis, quelle sera la position moyenne du site noise.com dans la Search Console? Premier, deuxième, troisième ou la réponse D? Quelques secondes toujours. Tout le monde a répondu? On va dire que oui. La réponse, c'est premier. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, dans le local pack, l'agence Noise apparaît en deuxième position du local pack. Mais Google, dans la Search Console, lorsqu'il compte une position, il compte notamment les blocs. Donc, que le résultat soit premier, deuxième ou troisième dans le local pack, ça considérera comme une première position. Plus le résultat bleu qui, lui, apparaît troisième. Sauf que quand il y a un double affichage comme ça, la Search Console, elle va compter que le résultat le plus haut. Donc là, en l'occurrence, c'est premier. Du coup, qu'est-ce qui est compté comme position? Donc, comme je le disais, le local pack, c'est une position à proprement parler, plus les résultats qui viennent à la suite. Mais aussi, du coup, quand il y a d'autres éléments un peu plus riches, je pense notamment à des people also ask. Du coup, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur l'impression pour un people also ask, il faut que le résultat soit déroulé. S'il n'est pas déroulé, ça ne sera pas considéré comme une impression, et donc ce ne sera pas compté comme une position du coup par la suite. Même chose avec un bloc d'images.
quand il y a un bloc d'images qui apparaît comme ça directement sur l'onglet Tout de Google, ce sera considéré comme une position à proprement parler. Que le résultat soit la première image ou la dernière image, la position sera la même. Et du coup, in fine, ce qu'on peut en déduire, c'est que finalement, même sur l'onglet web de la Search Console, il peut y avoir des clics et des impressions qui viennent d'une image. Alors, je vois juste David, il y a une petite question là-bas. Ouais, attends, donne le micro parce que je sais que c'était galère pour la régie après d'avoir l'info. Ouais, je profite du format jeu télévisé pour intervenir un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que mettons que là tous les résultats sont sur le même site. Sur la Search Console, il y aura une position moyenne de 1, mais il y aura autant d'impressions qu'il y a de résultats affichés, c'est ça? C'est ça. Ok, merci. Hop. Et du coup, j'en profite, j'enchaîne. Je passe la main à Quentin. Et du coup, donc là, David vient de nous parler surtout des impressions, des positions, parce qu'on part du principe que le rapport de performance, c'est quand même le rapport que tout le monde regarde sur la Search Console. Clairement, c'est le rapport phare, entre guillemets, de la Search Console, mais en fait, il en existe plein. Alors, faites le test un petit peu dans votre tête, là, de vous faire le compte des nombreux rapports que vous utilisez. Même moi, perso, je ne les utilise pas tous. Mais en fait, quand on cherche et quand on regarde un petit peu le menu de gauche de la Search Console, on se rend compte qu'il va y avoir énormément de rapports, avec plus ou moins de données dans ces rapports-là, certains rapports qui récupèrent les mêmes données, mais avec plus de précision. Et en fait, on peut vite retrouver plein d'infos sur tout ce qui est vitesse du site, indexation, les données structurées, les liens, etc. Donc en fait, la Search Console, c'est pas que le rapport performance, il y a plein d'autres données qu'on peut récupérer sur cet outil-là. Du coup, moi aussi, je vais y aller de ma première question. Et, la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver des infos sur les 404 dans la Search Console? Soit dans le rapport de couverture, soit dans le rapport des statistiques d'exploration, dans les deux rapports, ou alors, encore une fois, ça dépend. J'attends de voir toutes les têtes se lever. Hop. Vous avez tous répondu sur votre téléphone? Allez, go. C'était dans les deux rapports. En fait, je l'ai dit juste avant, il y a des fois, l'info, c'est la même, mais en plus détaillé. Dans le rapport de couverture, on va tout simplement avoir les URL qui sont en 404. Et la différence, du coup, tu peux passer à la slide après, parfait. Dans le rapport Statistics Plural Exploration, on va encore avoir une partie sur les 404, mais avec bien plus de détails. On va le voir sur la slide juste après. En fait, on va juste se retrouver avec le même rapport, mais avec des détails sur l'heure de la fréquentation, du coup, et de la demande d'exploration, le nombre de fois où la page elle a été demandée en exploration. Donc ça permet potentiellement de récupérer une récurrence en se disant, bah, tiens, tous les dimanches après-midi, j'ai des URL qui sont en 404, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème sur mon serveur? Est-ce que j'ai un problème sur mon FTP? Ça peut soulever certaines questions et certaines interrogations. On peut connaître le type de fichier, donc si c'est des fichiers JavaScript, si c'est des images, des URL complètes en HTML. Et le plus intéressant, c'est quand même le bot à l'origine de l'exploration. Dans le rapport de couverture, on va avoir uniquement, du coup, les 404 détectés par les Googlebot mobile et Googlebot desktop, du coup, sur le site. À l'inverse, du coup, du rapport sur la Statistics Exploration, qui va faire remonter l'ensemble des bots de Google qui sont venus visiter votre site. Que ça soit des bots Ads, des bots Google Images, et bien sûr, quand même, les desktops et les mobiles. C'est intéressant, parce que c'est bien plus détaillé, et du coup, encore une fois, ça vous permet de détecter potentiellement des nouvelles erreurs, notamment un flux shopping, par exemple, qui ne fonctionnerait plus, donc avec des 404 uniquement pour le bot Ads, ou potentiellement des problèmes sur votre site en version mobile ou en version desktop. On enchaîne directement avec la limite des données de la Search Console et avec une nouvelle question. Les données qu'on a dans la Search Console, est-ce qu'elles sont limitées ou pas? Est-ce que du coup on a toutes les données? Est-ce que c'est limité à 1000 lignes? Est-ce que c'est uniquement les 92% des premières requêtes qui apparaissent ou c'est limité en fonction du trafic SEO du site? Vous l'aurez compris, on vous laisse quelques secondes pour répondre sur votre téléphone. Et puis comme ça, je peux boire aussi. On est tout bon? Allez, c'était limité à 1000 lignes. Bon, là, il n'y a pas trop de surprise parce que
pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser la Search Console, c'est quand même assez frustrant, notamment quand on est sur des sites à assez grande volumétrie, parce qu'en fait, on est très vite bridé par cette limite-là. Deux soucis que ça entraîne clairement, et c'est deux soucis qui sont liés, hein. Ça nous donne clairement pas la possibilité d'analyser toute la longue traîne de notre site, et potentiellement pour les sites qui ont quand même un grand nombre de pages, en fait, si ça se trouve, on n'a pas du tout la donnée sur certaines de nos pages, même si c'est des grosses pages business. Rassurez-vous, il y a peut-être un moyen de contourner cette limite-là. J'ai plusieurs théories, on va voir laquelle vous pensez être la bonne. Première, on fait juste un inspecter l'élément, on change le 1000 par 100 000, 200 000, etc. On débloque l'ensemble des données, c'est hyper facile. Deuxième, utiliser une API. Troisième, faire une demande par mail à Google. Il met un peu de temps potentiellement à répondre, mais ça devrait le faire. Faut mettre les formes. Et la quatrième, avoir un accès VIP à la Search Console. On vous laisse 3 petites secondes, peut-être un peu plus. 5. On est bon? C'est parti. Je suis désolé, il n'y a pas d'accès VIP à la Search Console. Ça serait qu'on beau, ça connaisse, en serait tout cas. joli, mais c'est pas le cas. En fait, on peut tout simplement utiliser une API. Il y a Google qui décide de ne pas montrer toutes les infos dans la Search Console. Pour autant, en fait, on peut y avoir accès en utilisant l'API de la Search Console. Avoir accès à toutes les données? Non, pas toutes les données. Enfin, on verra potentiellement, il y a une petite subtilité. Donc on a cette API-là qu'on peut utiliser avec des outils tierces. S'il y a des développeurs, potentiellement, vous pouvez vous appuyer sur cette API-là pour développer votre propre outil, pourquoi pas. Sinon, il y a des outils tierces qui permettent de le faire, Optimize Data, SEO Testing, ou il y a les outils de Google, le fameux spreadsheet. Alors, ces spreadsheets, on l'a vu juste avant pour ceux qui étaient là pendant la conf sur le Data Studio, c'est assez lent, mais en tout cas, ça nous permet de contourner cette limite 2000 lignes. Il faut tout simplement aller dans les extensions. On a une petite extension qui s'appelle Search Analytics for Sheet. Et du coup, vous avez accès à toutes les Search Console avec lesquelles vous avez accès sur votre compte Google que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Tout à l'heure, David il disait, est-ce qu'on peut tout récupérer? Là, en tout cas, via cette API-là, on est limité à 25 000 lignes. Donc ça fait toujours 25 fois plus, on est pas mal. Et il existe encore une technique pour encore aller chercher 2 ou 3 fois 25 000 lignes. Il suffit simplement du coup de créer plusieurs Search Console par rapport au dossier que vous avez sur votre site, par rapport au répertoire, et ainsi vous aurez plus en plus de... Ouais. Permet de faire. Data Studio, c'était la slide d'après. Tu vas trop vite. Mais c'est bien, c'est une bonne mise. Du coup, alors on n'a pas été aussi loin que Julie tout à l'heure sur sa conférence, mais on a préparé un petit Data Studio que vous pourrez retrouver sur mon site, davidgrou.fr, test GDS, donc Google Data Studio, le mot de passe demandé, ce sera SEO. Voilà, donc vous pourrez tout à fait l'utiliser sur vos propres Search Console, il suffira juste de se loguer, j'aurai absolument pas accès aux données. Et ça permettra, enfin voilà, il y a quelques petits tips voilà, pour vous aider à identifier des opportunités de progression sur vos mots-clés. Et du coup, la limite sur Data Studio, elle est de la même façon que pour toutes les autres façons d'accéder à l'API, limitée à 25 000 lignes. Sauf encore une fois, si on fait plusieurs Data Studio. Sauf si on fait plusieurs Data Studio. Plusieurs Search Console. Et Data Studio. On parle de 25 000 lignes, on parle de data, mais savez-vous que du coup, la Search Console, elle n'affiche pas toutes les données? Donc, vous connaissez sans doute le Node Provided sur Google Analytics. Sachez que sur la Search Console, il y a aussi un Node Provided. La capture d'écran juste après, du coup, est assez représentative. Voilà. On voit sur la partie gauche les données macro, qui, elles, sont bien exhaustives et bien complètes. Donc là, en l'occurrence, on est sur un site qui fait 60 visites, 60 clics. Et si on regarde le listing sur des requêtes, on voit bien que je suis loin d'avoir mes 60 clics qui apparaissent là. Si on fait la somme, on n'arrive qu'à 8 clics. Donc la Search Console nous affiche, enfin justement, nous masque finalement une bonne partie des mots-clés, un peu de la même façon que finalement que Google Analytics pour le Node Provided. Sachez juste que cette limite de données, elle concerne uniquement l'onglet requêtes. Si vous voulez avoir les données par page, par pays, par appareil, etc., là vous aurez bien accès à des données exhaustives. Et alors, juste pour la petite info, hein, la technique qu'on a vue juste avant de créer plusieurs Search Console, ça ne changera rien. Entre guillemets, à ces infos-là, on sera toujours bridé et on aura toujours une part de notre provided sur la Search Console.
Et du coup, comme disait David, on peut aller s'amuser à croiser les différents onglets pour potentiellement récupérer différentes données. Ça vous permettra forcément de réduire entre guillemets la part de ce not provided et du coup d'avoir les infos qui sont nécessaires. Et vous pouvez toujours exporter ce rapport-là. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On peut utiliser des regex sur la Search Console. Vous avez déjà tous utilisé, en tout cas la plupart, le petit filtre requête qui nous permet déjà de suggérer, de demander à Google de nous afficher des résultats en fonction d'un mot-clé. On peut utiliser des regex tout simplement dans la Search Console. Alors c'est limité à 4096 caractères. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire dans l'histoire. Le seul petit truc à pas oublier, c'est justement d'utiliser le personnalisé. En fait, moi j'oublie souvent de le personnaliser, je mets ma regex, ça fonctionne pas, ça me sort rien du tout. Je me dis que ça plante, en fait j'oublie juste de sélectionner ce truc-là. Donc si vous faites le test, n'oubliez pas de sélectionner dans le menu déroulant ce petit personnalisé. Forcément, il y a des questions un peu compliquées, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de 20 sur 20. Du coup, comment est-ce qu'on afficherait les différentes requêtes contenant une date, mais uniquement du 21e siècle, avec ces regex-là? Alors je précise, on cherche à retrouver la période des vacances de 2012, etc. On ne veut pas juste une date. Et là, on va... Le siècle, c'est entre 2000 et 2099. Et on va laisser un peu plus de 5 secondes là, du coup. Il y a la bonne réponse devant. Je l'ai entendu. Ça dépend. Allez, du coup, la bonne réponse, c'était la dernière. En fait, la première vous permettra de juste avoir une date, mais qui n'est pas forcément du 21e siècle. La seconde, avoir une date du 21e siècle, mais unique, donc seulement une requête 2012, 2013, etc. La deuxième, c'est comme la première, c'est n'importe quelle requête, mais potentiellement avec une date inférieure au 21e siècle. Et du coup, la bonne réponse, c'était la dernière. Alors là, c'est la slide à sauvegarder. Vous pouvez l'imprimer, vous la mettez en tableau A4 dans votre bureau. C'est des exemples de regex que vous pouvez utiliser dans la Search Console. La presse sera partagée, sinon. On va retrouver du coup des regex pour retrouver les différentes questions qui sont posées par les internautes qui viennent sur votre site. Les différentes intentions d'achat pour ceux qui sont sur des e-commerce. Derrière, on a potentiellement des petites requêtes, donc celles qu'on a vues tout à l'heure pour les dates, pour des filtres couleurs potentiellement, des comparatifs, etc. L'idée d'utiliser ces regex-là, c'est forcément de gagner du temps. Pas avoir besoin de faire X recherches sur la Search Console pour avoir les infos. Et aussi, quand vous faites des regex, n'oubliez pas de les sauvegarder sur le côté, parce que vraiment, arriver le lundi matin, essayer de faire une regex, bon courage, mettez un bloc-notes, faites-vous la sauvegarde et utilisez toujours les mêmes quand vous savez qu'elles fonctionnent. Il n'y a pas de souci. Et du coup, la dernière qui est hyper importante, c'est pour les requêtes de longue traîne. Si vous voulez observer du coup les différentes requêtes de longue traîne, vous avez juste à remplacer le 5 par le nombre de mots-clés que vous souhaitez. Et du coup, vous aurez les différentes requêtes de longue traîne. Ces exemples-là, bien évidemment, c'est non exhaustif. Moi, ce que je vous encourage, c'est surtout de comprendre la logique et de pouvoir l'adapter finalement à vos problématiques. Je reprends l'exemple du filtre couleur. Je pourrais tout à fait remplacer le rouge, bleu, orange, jaune par des mois, janvier, février, mars, avril, par des saisons, printemps, été, automne, hiver, peu importe. Finalement, ça dépend finalement de mon site, de ma stratégie et de ce que je veux analyser. Un petit coup de pouce aussi, Query Hunter. C'est une extension WordPress, donc je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup qui utilisent WordPress. Donc Query Hunter, c'est un plugin gratuit. Donc on vous a mis le lien en bas à gauche. Qui va aller finalement directement sur votre back-office WordPress, intégrer l'API de la Search Console, et du coup sur chaque page WordPress, ou chaque article, vous aurez le tableau qui apparaîtra en dessous de votre éditeur de texte, et qui vous remontera les données de mots-clés avec les données de trafic, d'impression. Et ce qui est intéressant, c'est la colonne Mention in Content, qui va vous dire si justement le mot-clé il est utilisé dans votre contenu ou pas. Et du coup, ça peut vous donner des opportunités pour améliorer la sémantique d'un article ou simplement pour viser des nouveaux mots-clés en créant des nouvelles pages plus spécifiques. Bon, David lance son petit tips, alors je vais en donner un aussi. Alors là, on va sortir de tout ce qui est, du coup, les requêtes. On va être simplement
Tu peux passer du coup. Pardon, excuse-moi. On va être simplement dans un suivi d'indexation avec Screaming Frog. En fonction du nombre d'URL que vous poussez, que vous mettez en ligne, etc., vous pouvez avoir pas mal d'URL à vérifier et savoir si elles sont indexées ou non. En fait, on peut tout simplement le faire avec Screaming Frog, alors dans la limite de 2000 URL, mais encore une fois, je pense que cette limite, elle est déjà pas mal. Il suffit juste d'aller dans l'onglet d'inspection d'URL et d'activer cette inspection-là. Vous aurez, du coup, à ce moment-là, simplement la liste de vos URL à donner à Screaming Frog et il vous remontera, du coup, quand est-ce que la page elle a été crawlée pour la dernière fois, si elle est soumise, si elle est indexée, etc. Ça vous permet de vérifier, entre guillemets, en bulk, les différentes indexations de vos pages sur votre site. Maintenant, on va parler du rapport de lien. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Alors ça, encore une fois, c'est vraiment un rapport, comme le dit David, il est un peu caché, il faut scroller le menu de gauche, mais c'est un rapport qui est assez puissant et qui est surtout gratuit. Ça nous permet potentiellement d'avoir la vision, en tout cas à date, des différents liens de netlinking que vous avez sur votre site, et du coup, on le verra dans la slide d'après, avoir plusieurs informations sur les pages de destination, la provenance, etc. Ça permet potentiellement de vérifier gratuitement, encore une fois, les différents liens que voit Google sur votre site, et du coup, éviter du coup de s'alarmer dès qu'on voit un lien potentiellement toxique, notamment sur SEMrush, qui fait remonter pas mal de liens comme toxiques. Est-ce que Google les prend vraiment en compte? Est-ce que Google les voit? Vous pouvez vérifier ça dans le rapport de lien. Une question? Oui. Absolument, il y a une question. Juste avant, du coup, je le disais, il y a plusieurs rapports. On a un rapport sur les liens externes, les principaux sites d'origine, les principales pages de destination, les encres, les liens internes. Donc ça vous permet déjà d'avoir une bonne vision du netlinking à date, qu'il soit interne ou externe, sur votre site, encore une fois, gratuitement. Petite question, encore une fois, un petit peu plus complexe. Quelle affirmation est vraie sur ce rapport? Sous-entendu, laquelle n'est pas fausse? Laquelle n'est pas fausse. La Search Console affiche aussi des liens nofollow. La Search Console remonte systématiquement plus de liens que les outils Majestic et Ahref. La Search Console ne remonte que des liens indexés ou aucune de ces réponses. Quelques secondes pour répondre ou pour boire. La réponse, c'était la Search Console affiche aussi des liens nofollow. Il n'y a pas que les liens dofollow qui apparaissent dans ce rapport de liens. Pour illustrer, on a mené un petit case study sur un site web. Donc c'est un site web, hein, ce n'est pas une étude macro sur plusieurs sites. Ce site web, du coup, il a 349 domaines référents qui remontent dans l'outil lien, le rapport lien de la Search Console. Si on regarde sur Majestic et Ahref, alors je suis désolé pour les autres outils de lien, mais Majestic, 248 domaines référents et Ahref, 893 domaines référents. Donc on voit qu'il y a une différence quand même qui est très très importante. Et du coup, j'attire votre attention aussi sur le petit graphique qui est sur la droite, où on voit finalement les liens, les backlinks, les domaines référents pardon, qui sont uniques à la Search Console, partagés, Search Console, Majestic, etc. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est le 132. Donc sur les 349 domaines référents, il y en a 132 qui sont uniques à la Search Console. Donc qui ne sont ni sur Majestic, ni sur Ahref. C'est quand même relativement important, on est quasiment à un tiers des domaines référents. Donc quand on se base beaucoup sur des indicateurs d'outils tiers, type TrustFlow, CitationFlow, etc., on se rend compte qu'on peut parfois être assez loin de la vérité de ce que Google a dans ses infos. Une autre information aussi sur les détails de ce case study. Donc sur les 346 domaines référents, on a été voir chaque lien et on peut voir qu'il y a 22% de liens qui sont en nofollow, donc c'est quand même pas neutre, et 12% qui sont sur des pages qui sont non indexées. J'en tire aucune conclusion. Ce que je pense, c'est que c'est des pages qui ont été indexées par le passé et qui désormais ne le sont plus parce que les pages sont orphelines ou parce qu'elles sont trop vieilles. Mais je pense que par le passé, elles ont quand même été indexées. Le petit dernier oublié, on en a parlé tout à l'heure rapidement, le rapport sur l'exploration et potentiellement les logs. Dernière question, qui va potentiellement valider des 20 sur 20, peut-être encore. Est-ce qu'à la vue de cette courbe-là, on doit s'inquiéter? Tout roule, catastrophe planétaire, une question de saisonnalité, ou encore une fois, la fameuse « ça dépend ».
C'est bon pour tout le monde? Une fois n'est pas coutume, on va utiliser ça dépend. On l'avait vu tout à l'heure, il ne faut pas prendre de décision entre guillemets et de conclusion hâtive tant qu'on n'a pas tous les résultats et qu'on ne connaît pas l'historique du site. C'est pas parce qu'il y a des demandes d'exploration qui sont en baisse que la performance du site l'est aussi. On l'a vu tout à l'heure et je l'ai dit, on peut savoir les différents types de bots. Un exemple tout concret d'une baisse comme ça mais qui n'alarme pas du tout, c'est par exemple le retrait d'un flux shopping. On l'a vu tout à l'heure, on avait du coup le bot ads. Forcément, s'il n'y a plus de flux shopping, il n'y a plus de demande d'indexation et de demande d'exploration. Donc forcément, la courbe est moindre. Bien souvent, les réponses sans SEO sont ça dépend parce que ça nécessite l'analyse d'un contexte bien précis. Et forcément, notre question, elle était imprécise et donc forcément, ça sous-entendait une réponse ça dépend. Et c'est vraiment le dernier tips pour le coup, c'est une petite extension Chrome qui permet de faire simplement un raccourci. Donc quand vous circulez sur votre site web, vous voulez avoir les données de la Search Console de cette page-là en particulier. Il y a juste un petit favori qui se rajoute dans votre navigateur et qui vous permet d'accéder directement aux données de la Search Console de cette page en particulier. Alors rassurez-vous, hein, on a bien mis la présente partagée parce que l'URL n'est pas très facile à recopier. Donc vous aurez vraiment le lien partagé à la fin. C'est l'heure du verdict. Alors, Qui a 20 sur 20? est-ce qu'il y en a dans la salle? Pas de 20 sur 20? Personne n'aura la PlayStation à gagner. Dommage. On a mis quand même une petite évaluation, une grille de valeur finalement des résultats. Bon, si vous avez entre 2 et 6 sur 20, peut-être qu'il faudra revoir le replay de notre conférence. Si vous avez entre 8 et 14, c'est que vous êtes dans la moyenne. Et si vous avez plus que 16, c'est quand même que déjà vous maîtrisez bien la Search Console. Il y en a certains qui sont à plus de 16 ici? Eh ben impeccable. On a une question mug. Mais juste les questions, du coup, on a remis ce qu'on a appelé les highlights de la conférence. Donc c'est des liens raccourcis vers les différents éléments qu'on a pu aborder.